Bienvenue dans Health Thrive. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie. Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Hello, hello, hello. Hello! Là, aujourd'hui, je suis en feu. C'est un sujet qui vient me chercher très profondément, celui de la disponibilité émotionnelle. Oh, wow! Comment la reconnaître chez soi et chez l'autre? Mais c'est quoi la disponibilité émotionnelle? Parce que ça a l'air d'être un beau mot compliqué, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? C'est quand même abstrait. Mm-hmm. Puis souvent, le terme qu'on entend, c'est « emotionally unavailable ». Ça, c'est le terme anglais, émotionnellement indisponible, quand on parle des gens qui nous font vivre des montagnes russes, qui sont pas prêts à s'engager. On va dire sont « emotionally unavailable ». Aujourd'hui, je vais dire « émotionnellement indisponible » ou « disponible » pour que vous compreniez bien. Là, avant de commencer, on a des petits messages Oui! à passer. Yes! Message important. Qui commence? Vas-y donc. J'y vais? Oui. OK. Alors, depuis peu, j'ai ouvert le service de coaching. Donc, les gens peuvent recevoir du coaching en individuel avec moi. Les plages horaires, enfin, il y avait demande, mais bon, il fallait que je fasse de la place pour ça. Mm-hmm. Donc, j'ai des plages horaires le soir à partir de 3h30, donc à partir de 15h30, heure du Québec. Ouais. Et la fin de semaine aussi, dans l'avant-midi. Et ça, c'est une plage horaire qui est le fun pour les gens qui sont en Europe. Ouais, Parce mais que tu vois, ceux que j'ai en coaching le matin, la fin de semaine, sont en Europe à cause du décalage horaire. Ouais. Donc, c'est des plages horaires le fun pour tout le monde parce oui. que, tu sais, quand tu vas, mettons, tu vas chez la psy ou le travailleur social, c'est entre 8 et 4, là. Puis ouais, tu prends c'est congé. Puis tu exactement. Fait que c'est le fun, ça fait changement des autres. Oui. Et pour booker le coaching, dans la description de l'épisode, on a le lien Stan Store qu'on a changé. Avant, c'était le lien Stan Store avec ton nom à toi. Ouais. Maintenant, c'est le lien Stan Store avec Health Thrive Coaching. Donc, qui est dans la description de l'épisode. Et aussi, on l'a mis dans la bio sur notre Instagram et sur notre Facebook. Oui, fait qu'on a ajouté l'option coaching avec Marie-Claude, soit une séance ou 3, qui est le fun parce que 3, ça revient moins cher qu'à la... je vais dire à la carte, à la séance, dans le fond, là. Oui. Ça revient un petit peu moins cher, mais t'aides sur quoi? Tu coaches sur quoi? Et que j'aide sur des affaires. Ben, en fait, moi, je pense que ma force, c'est de mettre les gens en action. Ouais. Donc, les personnes que j'ai en coaching actuellement, ils me disent toutes et que je sauve du temps. Puis, ça n'a pas de prix. J'ai fait de la psychothérapie pendant longtemps. Je me connais. J'ai fait le tour de la question. Mais c'est au quotidien que j'ai de la difficulté à dépasser mes croyances limitantes, à avoir confiance en moi, à communiquer mes limites, mes besoins en relation, à atteindre mes objectifs, à aller plus loin, à devenir la personne que je veux devenir. Dans l'action, je ne sais pas comment faire au quotidien. J'ai besoin d'aide pour ça. Mais ça, je pense que je suis la bonne personne. Oui, t'es la bonne personne. Puis j'arrive à cibler rapidement où on s'en va, où la personne se situe, où elle veut aller. C'est quoi les moyens qu'on va utiliser entre les deux pour se rendre à partir du point A et aller au point B. Parce que tu sais, moi aussi, j'en ai fait de la psychothérapie, puis je trouve qu'en général, une approche, c'est... Normalement, les professionnels dans ce domaine-là sont très validants, là, sont très... Tu sais, se mettre derrière toi, puis tu sais, c'est pas... Tu comprends? Ils sont moins challengeants pour avoir des vrais changements, mettons. Tu sais, ils vont... Tu sais, que tu consultes pendant 1 an à parler des mêmes affaires... on a fait le tour à un moment donné, logiquement. Puis là, pour que ça change,
c'est quoi les prochaines étapes pour que ça change pour vrai. Je veux pas juste y penser, je veux que ça change. C'est ça, je vais arrêter de virer en rond, là. Je vais arrêter de comprendre. Je veux être dans l'action, faire des changements concrets au quotidien. Puis c'est ça que tout le monde me dit. Ouais, mais au quotidien, qu'est-ce que je fais? Moi, tu me l'as fait hier, là. Je te l'ai fait hier. Mais là, c'est sûr que moi, t'es plus tough love que je pense pas que tu dirais ça à une cliente, là. Mais moi, tu m'as dit « feel bad and change ». J'étais là, ouais. Quand même, tu te sentirais mal pendant un mois, là, à un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités. Ouais, là. c'est ça, exact. Mais c'est ça, là, je suis ta fille aussi, là. Je pense pas que t'es si non, mais moi, c'est un de mes dictons, ça, dans la vie. Justement, sens-toi mal puis change. Ouais. Mais non, si tu te sens mal pendant 2 mois, mais que tu changes pas, ben t'as perdu 2 mois de ta vie. Ben oui, sens-toi mal, prends-toi en main, responsabilise-toi, fais des changements, puis let's go, on repart. Ouais. La vie est trop courte là, pour virer en rond, puis virer en rond. Puis, ouais. Tu sais, à un moment donné, je le dis souvent, c'est mon expression favorite, il faut sortir du carrefour giratoire, il faut prendre la sortie. Puis il faut prendre des risques si on veut aller ailleurs. Ouais. Si tu veux rester dans ta zone de confort, es-tu le pilote automatique? Bien, généralement, tu n'écoutes pas notre podcast. Si tu écoutes notre podcast semaine après semaine et que tu es dans le développement personnel, c'est parce que tu as à cœur de devenir la meilleure version de toi-même. Ouais. Fait que c'est là-dedans, moi, que je peux aider. Oui, puis pas juste en amour, là. Toi, c'est en tout, là. Même mais en carrière, fait, c'est ça. OK, on fait une parenthèse là-dessus. Là. Justement, j'étais en coaching avec quelqu'un, puis on expliquait la différence entre ton approche à toi et la mienne. Ouais. Je dis, ben, c'est pas compliqué. Laurie est spécialisée dans les relations amoureuses. Ouais. Mais souvent, tu as des clients qui sont avec toi en relation amoureuse, ils font un bout de chemin avec toi, et à un moment donné, ils se rendent compte que il y a des choses à travailler en dehors de leur relation. Ben, tout le temps. Ben, c'est ça. C'est tout le temps plus large, finalement. Ça va ensemble. Fait que quand tu commences à travailler sur tes relations, puis là, tu dis, qu'est-ce qui bug dans mes relations? C'est ma communication. C'est d'être capable de mettre mes limites, de mieux m'affirmer, d'avoir une meilleure intelligence émotionnelle. Ben là, souvent, c'est arrivé dernièrement. Il y a des clients qui ont fait un bout de chemin avec toi. Puis après ça, ils veulent travailler au niveau des croyances limitantes. Ils veulent réaliser quelque chose, être plus capable de mettre leurs limites, mieux communiquer avec des personnes difficiles. Puis là, ils commencent à faire un petit bout de chemin avec moi. Mais ils ont commencé par cerner des difficultés qui se présentaient dans leur relation amoureuse. Et là, ils ont avancé là-dedans, puis ils ont des nouveaux objectifs. Fait que dans le fond, on se complète. Ouais. Mais toi, tu es vraiment spécialisé dans les relations. Mais les difficultés qui émergent dans les relations, ben si tu veux passer à autre chose là-dedans, parce que des croyances limitantes en relation, tu vas en avoir. Un manque d'estime personnelle en relation, tu vas en avoir. Un manque de confiance en être capable de mettre tes limites, de t'affirmer de la bonne façon, d'exprimer tes besoins, ça va arriver en relation. Il va falloir que tu le pratiques dans le concret. Fait qu'une fois que tu as fait le tour de ça, ben, d'être dans le concret, dans l'action, dans le day-to-day, comment j'applique ça au quotidien, puis d'être capable de débriefer ça avec quelqu'un. Si tu veux sortir de ton carrefour giratoire, ben, je pense que c'est là que j'arrive. Yes. C'est assez, la souffrance. 100% d'accord. La vie est trop courte. Oui. Ça, c'est vrai. Fait que ça, c'était une première parenthèse. Moi, une autre parenthèse que je veux faire, c'est que on a des épisodes qui s'en viennent. Oh yes! Que ça va être vraiment cool parce qu'on va avoir des gars, puis on va parler de vulnérabilité masculine. Oui. On va parler de comment les gars perçoivent le dating aussi. On va parler de tout ça, là. Fait que les relations d'un point de vue d'homme, ce qu'ils veulent, ce qui les pousse à... En tout cas, parce que moi, j'ai ma propre idée. Toi, tu as ton idée pour un autre, parce qu'on a comme beaucoup de gens qu'on veut inviter. Moi, j'aimerais vraiment ça aller dans qu'est-ce qui les pousse à s'engager, comment ils perçoivent les trucs avec lesquels nous, on se pose tellement de questions. Mais tu sais, si un gars arrive, là, puis on lui pose cette question-là, c'est ça que je veux faire, moi, personnellement. Puis nous deux, ensemble aussi, on a des idées d'épisodes que je pense que vous allez vraiment, vraiment aimer, ce côté-là. Filles et gars. Filles pour mieux comprendre, puis gars pour
être peut-être un petit peu plus validé, puis voir que les difficultés, c'est souvent les mêmes, puis que voilà, fait que c'est cool. Non, ça va être vraiment intéressant. Puis autre chose qu'on a annoncé, c'est qu'à partir de cette semaine, on passe à 2 épisodes par semaine. Tu passes à 2. Moi, j'aime pas, là. Alors, Parle je pour passe toi. à 2 épisodes par semaine. Un Ouais. avec moi, un tout seul, probablement. Ouais. Mais peut-être que, tu sais, une sur 3 ou 4, ça sera un solo que moi je fais plus court, là, qu'on alternera au pire, là. Mais je dis pas que j'en ferai jamais. Mais mettons que c'est plus ton idée, plus ton projet. Bien, moi, en fait, mon projet, puis mon objectif, c'est de vous présenter des situations réelles. Des gens qui vivent des difficultés, comment ils ont fait pour passer à travers. Aussi, d'avoir des invités. Hein? Fait qu'on on va varier les concepts. Mais moi, ma mission dans la vie, c'est pas compliqué, c'est de rendre les gens émotionnellement plus intelligents. Fait qu'on va rentrer dans des choses précises pour donner des outils aux hommes et aux femmes qui nous écoutent pour devenir meilleurs puis se développer là-dedans. Parce que moi, je pense que c'est pas avec un parti politique qu'on va changer le monde. Non. Je pense que c'est en devenant émotionnellement plus intelligent qu'on va améliorer la race humaine et continuer d'être meilleur. Fait que ça, c'est clair. Ça, c'est mon objectif. C'est ma mission dans la vie pour le dernier tiers qui me reste sur cette planète. Voilà. Ben, ta mission, elle touche quand même à mon épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, ça tombe bien. La disponibilité émotionnelle. Je rentre l'intelligence émotionnelle là-dedans. Là. Dans les critères pour être disponible émotionnellement, il faut que tu sois intelligent émotionnellement. Je trouve que ça rentre dedans aussi. Puis, l'angle que je... Attends, on avait-tu d'autres messages? Non, OK. on n'a pas d'autres messages. Fait qu'on passe ça avec un des questionnements les plus courants que je vois. Je vais dire dans ma pratique. Mon Dieu, je me sens professionnelle dans ma pratique de coach. C'est de Ben oui, mais t'es professionnel. Non, mais tu sais, dans ma pratique. C'est comme le syndrome de l'imposteur ou quoi? Non. Je l'ai jamais c'est dit le de ton même. sur lequel tu l'as dit. Tu sais, dans ma pratique. En tout cas. Fait que c'est... Pourquoi j'attire que des gens émotionnellement indisponibles? Pourquoi j'attire que ça? Pourquoi je tombe que sur ça? Qu'est-ce qui se passe? Je veux que ça arrête. Ma question est non, c'est pas une question, mais ma réflexion est la suivante. Là, je m'excuse de vous dire ça, mais si tu attires que des gens émotionnellement indisponibles, tu es émotionnellement indisponible. Parce que quelqu'un d'émotionnellement disponible ne s'embarque pas avec des gens émotionnellement indisponibles. Tu sais, quelqu'un qui embarque dans les montagnes russes et tout ça, là, des relations toxiques, des ci, des ça, c'est un manque de disponibilité émotionnelle aussi. Fait que c'est un peu comme un miroir, les gens vers qui tu vas pour toi-même. Puis ça, des fois, les gens sont un petit peu... Tu sais, je me souviens d'avoir fait une vidéo là-dessus, ça doit faire 1 an, là. Puis ça commençait de même. Si t'es attiré vers eux, tu l'es. T'es pas mieux. Toi aussi, là, il y a un manque de disponibilité émotionnelle de d'autres façons, mais il y en a un. Puis le monde était comme... Oh mon Dieu! Mais tu sais, eux autres, ils pensaient que vraiment... Ils se positionnent comme un peu en... Je vais dire en victime, mais tu sais, c'est pas péjoratif, mais dans le sens de... Pauvre moi, j'attire que ça. Moi, je suis donc prête à donner puis à avoir une relation saine. Puis, mais non, là. Non. Parce que si tu t'en vas là, il y a quelque chose. Fait que quand je dis des gens émotionnellement indisponibles, normalement, ça ressemble à des gens distants, des gens qui te gardent à un pied de distance tout le temps, que tu sais jamais vraiment c'est quoi les intentions, t'es confuse, tu sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas ce qu'ils veulent, c'est chaud, c'est froid, les signaux sont mixtes, il y a de l'inconstance, ils veulent pas s'engager, ils sont pas prêts pour une relation, entre guillemets, tu sais. Ils t'embarquent vraiment dans un roller coaster souvent, là. Ces gens-là, c'est souvent ça, ou au contraire, c'est vraiment très, très neutre, mais il n'y a pas de connexion émotionnelle, tu sais. Fait que, en tout cas, on va le clarifier un peu plus, mais je commence juste par vous dire que si vous avez cliqué sur l'épisode en pensant « Ah yes, je vais le reconnaître chez les autres la première étape, c'est plutôt de s'avouer, de se regarder soi-même, puis de dire « ouais, oups,
moi, qu'est-ce qui me manque là, pour être émotionnellement disponible? Me situe où là-dedans? Parce que le focus, c'est pas les autres, c'est vous. Puis, tu sais, quand on dit comment je fais pour reconnaître ça rapidement, quelqu'un qui est... Tu sais, c'est pas ça la question. C'est comment je fais, moi, pour être émotionnellement disponible. Après ça, le reste va être évident de ce que je veux puis ce que je veux pas puis qui est bon pour moi ou non, tu sais. Fait que le focus, c'est nous-mêmes. Fait que, voilà. Bon, première affaire. Après ça, la question qu'il faut se poser, tu sais, ça, vous le savez, là, j'en ai déjà parlé, mais si on est attiré à la base par ces gens-là, ben souvent, c'est du familier. Fait que souvent, c'est pas nécessairement le fun, mais c'est quelque chose de connu comme dynamique. Quelqu'un qui nous garde à distance, quelqu'un qui est inconstant, quelqu'un qui est chaud ou froid, quelqu'un qui est difficile à gagner, entre guillemets. Souvent, c'est quelque chose d'un peu connu. Fait que la question, c'est... La première question, en fait, c'est quelle partie de moi se sent en sécurité dans la distance émotionnelle? Puis là, c'est contre-intuitif parce que tu te dis, ben oui, non, c'est ça que j'allais dire. Ben non, c'est pas confortable. C'est pas confortable, c'est pas ça. le fun, j'haïs ça. Je pars tout le temps. Il y a une partie de toi, une version de toi qui est bien là-dedans. Sinon, tu serais pas là-dedans. Tu t'embarquerais plus là-dedans. Au moindre signe, tu dirais ciao, bye. Fait que si tu restes là-dedans, il y a une partie de toi qui est bien. J'ai pas dit qu'il y a du fun, mais qui se sent dans un endroit connu, puis c'est safe d'une certaine façon parce qu'on connaît ça, on sait comment ça finit. Fait que premièrement, on prend 1 ou 2 secondes pour y penser. Répète la question. Quelle partie de moi se sent en sécurité dans la distance émotionnelle? La réponse risque d'être « Ah, ben j'avais un parent emotionally unavailable. Ah, OK. » Je vais donner mon exemple. Bon, mon père était là un jour, il me donnait full d'amour, puis après ça, j'avais pas de nouvelles pendant 6 mois. Fait que c'est sûr qu'après ça, le gars qui arrive et qui fait vivre des montagnes russes, puis qu'on sait jamais où notre place est où, ben oui, ça fait vivre beaucoup d'anxiété. Oui, ça fait pleurer, mais en bout de ligne, c'est pas si pas normal que ça. C'est assez familier, en fait. Ça veut pas dire que c'est le fun, mais on est dans le connu. Puis, c'est sûr que moi, mon exemple est extrême quand même, là, mais c'est pas toujours aussi extrême. Pour la plupart des gens, même qui écoutent le podcast, ça va être plus subtil que ça, dans le sens que mes 2 parents étaient là, ça allait bien, ils étaient présents physiquement, il n'y a pas nécessairement de méga conflit. Mais quand je pleure, je me fais dire « Ah, ben non, t'es correct, arrête de pleurer. » Ou quand je pleure, mon père sort de la pièce parce qu'il est pas bien. Quand je vis une grosse émotion puis je suis fâchée, j'ai aucune réponse, que de l'évitement. Fait qu'on est là-dedans aussi, là. Tu sais, c'est pas nécessairement si évident, des gros clashs d'absence physique, là. Fait que quand t'es pris dans une relation avec quelqu'un de distant, d'imprévisible, le travail à faire sur toi, c'est quand tu vis des émotions dans le moment, faut que tu sois, tu sais, on en a déjà parlé, mais faut que tu sois, tu sais, c'est beaucoup de répétitions parce que ça reste que c'est ça le travail, c'est sûr. Puis je pense qu'on l'entend jamais assez. Tu sais, il faut se demander, ouf, OK, comment je me sens réellement? Qu'est-ce que ça vient de déclencher en moi, cette distance-là, là? Puis surtout, j'ai l'impression d'avoir quel âge? Quelle partie de moi, là, est activée? J'ai l'impression d'avoir quel âge? Ah, ben j'ai l'impression d'avoir 8 ans, puis d'appeler mon père, puis de sentir qu'il n'est pas intéressé, puis il a juste hâte de raccrocher. Ah, c'est ça que ça vient de déclencher. C'est le même sentiment. OK, je comprends. Tu sais, je suis capable de voir quelle partie est déclenchée, là. C'est pas Laurie, la femme, la coach, la maman, là, c'est pas elle qui est déclenchée en ce moment, là. Tu sais, c'est l'autre version. Fait que ça, c'est la première partie. Puis c'est quoi la disponibilité émotionnelle, en fait? T'sais, toi, ça te dit quoi de même, ce terme-là? Comment tu décrirais ça? Ben, je pense qu'il y a 2 volets là-dedans. OK. Il y a le volet être disponible soi-même envers ses émotions à soi. Ça veut dire, moi, avec moi-même, être capable de les accueillir, les reconnaître, être capable de les vivre, de les partager avec les autres aussi. Puis l'autre partie vient des autres, d'être disponible à ce que l'autre va vivre aussi. Ouais. Fait que c'est un mélange des deux. Ben, c'est toujours en relation avec l'autre. C'est vrai, il y a les deux. Puis des signes, de la manière qu'on le voit concrètement, ben c'est dans la constance, on le voit.
de quelqu'un, tu commences à fréquenter quelqu'un, ou même tu es en relation, depuis des années, la disponibilité émotionnelle, la constance, c'est un signe, la capacité d'être vulnérable, d'être ouvert, justement, sur ce qu'on ressent dans une discussion, de faire de la place pour les émotions sans être inconfortable, sans vouloir les minimiser, les cacher, les enfouir. C'est pas les gros highs puis les gros lows. C'est steady. C'est un feu de chandelle, un feu de foyer. C'est réconfortant, ça brûle tranquillement. C'est pas des feux d'artifice. Puis, comme je disais, souvent, les gens, ils vont se demander « Ah, mais comment je fais pour savoir si quelqu'un est disponible émotionnellement avant d'aller plus loin dans la relation? Je veux pas perdre mon temps. » Mais c'est ça, c'est pas ça l'important. C'est comment toi, tu show up dans tes relations. Comment toi, t'arrives. Comment toi, t'es la version de... T'es quelle version de toi? Est-ce que toi, t'es capable de pas être que dans les montagnes russes puis de reconnaître quand tes limites sont pas respectées? T'en rends-tu compte? T'es-tu capable de reconnaître quand t'abandonnes tes propres besoins par peur de perdre quelqu'un d'autre? Parce qu'en éclaircissant tout ça, t'auras plus besoin de jouer au détective par rapport à l'autre puis où il est. Tu vas avoir juste besoin d'observer comment tu te sens, d'où ça vient. C'est-tu juste une blessure qui parle ou c'est vraiment que cette personne-là n'a pas les outils pour me rejoindre dans une relation sécure et saine? Ça, c'est important à différencier. Puis une partie du travail que moi, je fais en coaching, c'est ça. Ça devient tellement embrouillé que tu sais plus, j'en demande-tu trop? C'est-tu vraiment une limite? C'est-tu vraiment un besoin? Ou c'est moi qui capote? Ou c'est moi qui... Fait qu'on débroussaille tout ça pour se rendre émotionnellement disponible, qu'on puisse faire les différences. Puis être émotionnellement disponible, ça veut dire aussi être capable de tolérer de l'inconfort. Ça, c'est loin d'être... Quand tu commences à porter attention, là, tolérer de l'inconfort, là, c'est difficile. Puis ça l'est, c'est vrai, c'est de l'inconfort. Mais c'est quelqu'un qui n'évite pas les conversations difficiles. C'est quelqu'un qui ne shut down pas pendant les conflits. C'est quelqu'un que, dans les moments difficiles, ça vous rapproche plutôt que ça vous éloigne. C'est quelqu'un qui a une communication claire. C'est quelqu'un qui prend en considération, comme tu as dit, l'autre personne, qui est capable d'aller considérer l'expérience de l'autre aussi, pas juste la sienne. Qui met pas tout la faute sur l'autre. Parce que dans un conflit, oui, il peut y avoir quelque chose qu'un des deux a fait, mais après ça, dans la partie réparation puis tout ça, c'est les deux, là. C'est jamais 100% la faute de quelqu'un, là. En tout cas, très rarement. Fait que quelqu'un qui est dans le « c'est que toi, c'est toi le problème », ça marche pas. C'est pas la réalité de la relation humaine, là, parce que ça me fait penser à une de mes amies, là, dans sa relation, c'était ça, là. C'est que toi, t'en demandes trop, personne va accepter ça, c'est toi la folle, c'est toi qui es trop demandante, t'es trop exigeante, t'es trop. Attends un peu, là, même elle me l'a dit à un moment donné, verbalement de même, là, elle a dit « c'est impossible, c'est juste, statistiquement, me semble que je suis pas si tout croche que ça, là. Que ce soit toujours de ma faute à 100%, ça se peut juste pas. Je suis prête à prendre ma part de responsabilité, mais à un moment donné, c'est faux, là. On va faire la part des choses, là. » Fait que c'est ça. Puis, je vais donner un exemple. Mettons, d'une chicane, à quoi ça ressemblerait la disponibilité émotionnelle? Mettons, je demande à mon chum si c'est possible de faire la vaisselle au fur et à mesure à l'avenir parce que j'aime ça quand on va se coucher avec l'évier plein, pas plein de vaisselle, mettons. Fait que là, j'ai dit, hey, on fait-tu attention? C'est pas un très bon exemple parce que moi, je laisse l'évier plein, mais bon, c'est juste un exemple. OK. T'étais-tu en train de lire mon non-verbal? Oui, exactement. Oui, hein? Parce que sorti si je l'avais fait tout seul, l'épisode, mais là, j'ai très bien vu que ça allait pas passer. Puis je pouvais pas faire en semblant que je suis une fille qui fait la vaisselle au fur et à mesure. Je peux pas vous en passer une. D'où Jésus. Hey, parce que là, je suis en train de dire, on peut-tu donner l'exemple d'une relation mère-fille? Non. Non? OK. Reste avec moi. OK. Bon. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai dit ça. Hein, peux-tu faire attention? J'aimerais ça qu'on commence à faire ça. Comme ça, on se lève le matin, il n'y a rien dans l'évier, c'est le fun, blablabla. Bon. Lui, là, il se sent attaqué dans son ego de gars, là, parce qu'il sent que c'est une critique. Il a peut-être un style d'attachement évitant, fait qu'il le prend hyper personnel. Il se sent critiqué, il se sent pas à la hauteur. Mais au lieu de projeter son inconfort sur moi, puis de dire « Voyons, t'es donc bien gossante, t'es donc bien exigeante, t'en demandes toujours plus, t'es pas reconnaissante de ce que je fais pour toi, j'ai fait à souper. » Tu comprends?
il va se dire à lui-même « Oh, OK, je me sens hyper critiqué en ce moment. » Ça, c'est, mettons qu'il s'appelle Marc. Là. Ça, c'est Petit Marc là, qui vient d'apparaître. Là. Petit Marc has entered the room. Puis, c'est lui, là. Puis là, il se sent menacé, lui. Puis il sent qu'il n'est pas assez bien pour la personne qu'il aime, là. Parce que Marc adulte, c'est très bien que c'est raisonnable de parler de ces choses-là et d'adapter dans une relation. Mm-hmm. Fait que, donc, Marc va s'asseoir dans l'inconfort un petit peu et répondre consciemment au lieu de réagir. Répondre versus réagir. Mm-hmm. La réaction est instinctive, est primale, est ancrée dans nos blessures, dans nos patterns, dans notre mode de survie. La réponse est consciente, puis elle va contribuer au genre de relation qu'on veut vraiment développer. Mm-hmm. Qu'on veut répondre, on ne veut pas réagir dans des moments de même. Puis c'est correct que ce ne soit pas tout le monde qui soit capable d'activer ce mode-là de réponse instinctivement dans le moment. Ça prend du temps puis ça prend de la pratique. Oui. Mais oui, on est humain, là. Puis c'est possible qu'il y ait des gros triggers plus gros, qui soient plus durs à gérer, qu'il y ait un shutdown qui vient, une réaction plus forte. Ça va arriver des fois. Ça fait partie d'être humain. Mais la partie accountability, prendre responsabilité de ce qui est arrivé, si j'ai réagi au lieu de répondre, justement, si j'ai fait une erreur, si j'ai overreact, être capable de revenir sur le conflit puis de dire « Je suis désolée, j'ai pas pris mes responsabilités, j'ai complètement projeté la faute et ma frustration sur toi, c'était mes triggers, je m'excuse. » Ça, c'est une partie que tu t'en sors pas. Si t'as pas ça, t'as pas de construction de relation saine. Là. Mm-hmm. Ça se peut pas. Puis la pire chose que quelqu'un peut dire dans ces moments-là, c'est « Tu m'as poussé à réagir comme ça. » Ben oui, mais il y en a tellement qui le font, ça. Pour ça, je le dis. C'est toi qui as trigger une réponse de même. C'est toi qui m'as poussé à bout. C'est, tu sais, mettons, tu m'en as demandé tellement cette semaine, c'est ta faute si je me suis saoulée vendredi soir avec mes amis puis je suis pas rentrée de la nuit. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Je la donne en exemple parce que je l'ai entendu souvent, personnellement. Ouais, c'est ça, ça t'est arrivé. C'est ça. Non. Tu es responsable de tes propres choix. Tu as choisi. Je ne t'ai pas poussé à rien faire. Moi, j'ai même entendu, ben là, si tu veux que je rentre du bar, t'as juste à venir me chercher au bar. Ah. Tu sais très bien que je suis pas capable tout seul. Non. Tu vas prendre tes petites jambes, puis tu vas prendre tes responsabilités d'adulte. Fait que, tu sais, ça, là, c'est un gros signe, là. Si t'as des réponses de même, c'est aucun accountability, mais zéro, là. Personne n'est parfait. Les gens sécures sont pas parfaits non plus. On les met sur un piédestal, mais c'est pas de la perfection, un style d'attachement sécure, là. C'est un style humain aussi qui va se tromper, qui va faire des erreurs. Mais il n'y a pas de relation saine et sécurisante sans cette partie-là des deux côtés. Ça, c'est clair, là. Je pense que c'est vraiment un point non négociable. Puis, c'est dur quand je le traduis. OK, ouais, mais attends. Avant ça veut dire que moi, quand je vais te noter de ramasser ma cuisine, donc, ta réponse va être... Mais ça me trigger pas quand tu me demandes de me ramasser, là. Tu l'entends même pas. Non, l'autre fois, je me souviens, tu m'as dit avant de partir, tu peux tout te ramasser, puis je l'ai fait, puis ça m'a pas... Parce que je sais, puis toi aussi, tu le sais, qu'avec mon TDAH, je le ferai pas, puis j'y pense pas. C'est pas une habitude que j'ai tant que ça. Je suis meilleure, mais tu le sais qu'il faut que tu me le dises, puis je le sais aussi. Fait que c'est correct, parce que je me dis, faut qu'elle... oui, c'est vrai. Tu sais, moi, c'est plus... Cet exemple-là, il me trigger pas vraiment, là. Puis tu sais, un chum me dirait, là, le linge qui traîne dans la chambre... peux-tu ramasser ça? Ça me trigger pas. Je me sens pas menacée tant que ça. Moi, ça serait d'autres choses, par exemple, qui viendraient me menacer. Ben, je vais donner un exemple. Oui, vas-y donc. Tu sais, attends. Comment je vais dire ça? Bon. Mettons, je vais donner un exemple de comment... Parce que je suis humaine, j'en ai des triggers. Puis le but du travail qu'on fait, puis que vous faites, les gens qui écoutent, c'est pas de plus avoir de trigger. Ça, c'est pas humain, c'est impossible. Il y a personne qui est pas déclenché émotionnellement dans la vie. Là. Ça fait partie de la réponse humaine. Puis on en a besoin pour survivre de ces déclencheurs-là. T'imagines-tu un lion qui arrive puis t'es pas triggered, tu sais? Tu restes là puis tu fais rien, ça marche pas. Tu vas mourir. Fait que c'est normal qu'on ait des triggers. Quoi?
Mais c'est parce qu'on parle souvent de lion puis de tigre, mais on est au Québec. Ben, un ours, un grizzly qui arrive dans ton salon, il faudrait que tu sois déclenché un peu. Les chances qui arrivent dans mon salon sont assez faibles. Ouais, OK, mais c'est pas ça la question. Mettons, tu te promènes en randonnée, là, puis tu vois un grizzly. Non, je comprends. Fait que là, hier, là, ben pas... Ouais, OK, bon, oui, hier. Bon, j'ai essayé de cacher que c'était hier, j'ai déjà dit. Trop tard, j'y vais trop tard, vas-y. Bon, ah ouais. Je peux pas mets tes tripes sur la table. Exact. Bon, Come on, bon, assume. hier, là, j'ai... T'as peu. Attends, par où je commence? Je vais commencer par dire, justement, il y a plein de gens, la majorité des gens, en fait, même ceux qui écoutent l'épisode, malgré qu'ils ont fait du travail sur eux, il y a des gens qui se sont jamais demandé dans leur vie comment je me sens en ce moment et de quoi j'ai réellement besoin. Qu'est-ce qui est là? C'est quoi que je ressens et de quoi j'ai besoin? Ça, c'est une question que personne nous enseigne là, à se poser, alors que ça devrait être la base. C'est la base. Genre, à 4 ans, on devrait apprendre à se demander ça. Là, il y a des adultes qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Là. Moi, j'avais jamais fait ça jusqu'à temps que je commence ce que je fais. Là. Mais, fait que maintenant, je le fais tout le temps. Quand j'ai des déclencheurs émotionnels, c'est la première réponse qui arrive parce que je sais qu'il y a quelque chose, je le sens, puis je suis rendue habituée d'apaiser ça toute seule. Fait que quand il y a des triggers, c'est mon nouveau réflexe. Puis non, la réponse n'est pas « j'ai besoin d'aller mettre le feu à sa maison ». Référence à à l'avant-dernier épisode sur l'attachement désorganisé. Vous irez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais la réponse, c'est plutôt justement, si j'ai envie d'aller mettre le feu quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment je me sens réellement en dessous de mon envie d'aller mettre le feu. Fait que je l'ai senti. Bref, je l'ai senti hier. Je l'ai fait hier. Je vais vous donner mon exemple. Ça me dérange pas vraiment parce que justement, je suis humaine. Puis je trouve que ça démontre bien où c'est possible d'en arriver sans atteindre la perfection, comme je disais, puis qu'il n'y ait plus aucun trigger parce que c'est pas réaliste. Le but, c'est pas de pas en avoir, c'est qu'ils nous contrôlent plus, puis qu'on puisse répondre plutôt que réagir, justement. Fait que, mettons, hier, j'ai eu un moment où je me dis, je file vraiment pas. Mettons que j'aurais le goût de mettre le feu quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Oh, hey, je me sens vraiment en danger d'abandon. J'ai l'impression que je suis pas aimable pour ce que je suis, qui est pas en mon contrôle, tu sais. Là, je me sens trop compliquée. J'ai l'impression que je mérite pas d'avoir quelqu'un qui est sérieux puis qui m'aimerait dans ma complexité parce que j'ai 2 enfants, j'ai pas beaucoup de temps, puis ma vie est pas simple. Puis c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait après ça? Ça, c'est identifié. Après ça, je suis capable de dire, mais c'est-tu la réalité? Parce que vraiment, je suis pas... Ça, c'est le sentiment qui est déclenché. Ça, c'est petite Laurie, là. Elle se sent pas aimable, elle se sent pas assez, elle se sent trop complexe, elle se sent... Mais c'est pas vrai. Ma complexité de maman puis mes disponibilités, là, quelqu'un que ça fait pas son affaire, mais c'est parce que je suis pas la fille pour cette personne-là. Tu sais, à un moment donné, c'est la réalité. Puis il y en a... La réalité, c'est qu'il y a en masse de mères monoparentales qui refont leur vie. Puis il y en a en masse qui sont bien là-dedans puis que ça se passe bien. Puis que, tu sais, je veux dire, c'est pas la réalité des choses qu'il y a personne qui va m'aimer à cause de ça. Ça, c'est qu'une peur... C'est un mode de survie, de protection, d'abandon, mais c'est pas vrai. Fait que là, une fois que ça s'est déconstruit, je suis capable de m'asseoir un petit peu dans l'inconfort sans avoir besoin absolument d'être rassurée par l'autre personne, tu sais. Puis on dit cling, là, de cligner à l'autre, là, d'aller m'accrocher, là, puis de dire hey, rassure-moi, mon Dieu, je peux pas apaiser cet inconfort-là tant que je suis pas sûre que c'est correct. Puis, tu sais, ou c'est fait que là, soit il y a différentes réponses à ça. Soit aller cligner à l'autre, chercher de la validation extérieure. Mais il y en a, j'aurais pu dire, hey, je tolère pas cet inconfort-là, je m'ouvre une bouteille de vin puis je reviendrai demain. Tu sais, il y en a qui vont faire ça aussi. Il y a différentes méthodes, là. Ou, hey, non, je vais sortir, je vais aller faire d'autres choses, je vais aller me changer les idées, je veux pas penser à ça. Tu sais, il y a différents mécanismes, là. Puis c'est important aussi de prendre le temps de réfléchir sur ces mécanismes qu'on a, nous, parce que souvent, c'est tout le temps les mêmes, quand il y a des réponses de même. La réalité, c'est, tu sais, si vraiment, il y a comme un déterminisme dans la vie que si je le mets entre guillemets abandonner pour ça, c'est pas un abandon.
Un abandon, là, la définition d'abandon, c'est d'être laissé à toi-même pour mourir. Là. C'est dans l'ancien temps, il y avait des clans. Mettons, je vais donner un exemple de, tu sais, mettons, je sais pas, c'est parce que là, j'ai ça en tête. Là. Mettons un clan d'Autochtones, là, parce qu'aux Ursulines, on apprenait ça, là, les maisons longues, puis tout ça. Là. C'est ça qui me vient. Fait que là, je les imagine en gang, là. Tu sais, un abandon, ça serait... Tu sais, on est en gang pour survivre. Un abandon, ça serait le clan change d'endroit et toi, on te laisse là. Tu vas te faire manger par un ours, tu vas crever de faim, tu pourras pas chasser. Ça, c'est de l'abandon qui mène à une mort, là. Un gars que ça fait quelques mois que tu vois, qui te quitte, ce n'est pas un abandon. C'est un choix. C'est une déconnexion, c'est ça. plate, c'est un changement, c'est décevant, mais c'est pas un abandon. Puis juste de reframer ça, des fois, ça l'apaise tellement. Là. T'es pas en train de te faire abandonner, c'est pas la réalité de ce qui se passe. Tu vas être en vie encore demain matin, puis tu peux même faire ce que tu veux. Tu peux même aller bruncher au restaurant. On est loin d'être dans une situation de survie, là. Fait que c'est ça. Fait que de remettre ces choses-là en perspective, je trouve que ça... Mais l'abandon, puis l'abandon en intervention, on l'utilise avec les enfants. Tu sais, c'est dans les critères de compromission. Quand on va faire un signalement à la DPJ, l'abandon, tu sais, ça fait partie des critères qui vont menacer l'intégrité physique et psychologique d'un enfant, qui vont compromettre son développement. C'est ça. L'abandon. C'est le Quand terme, on est c'est des ça. adultes, on n'est pas dans l'abandon, là. Ben, mettons, un abandon adulte, ça serait... genre, la maison est en feu, puis tu m'abandonnes dans la maison, puis tu sais très bien que je vais mourir, mais tu te sauves toi. Tu sais, tu m'as abandonné, ma survie est en danger. Ça, c'est un abandon. Mais c'est ça, le gars que tu as vu sur Tinder, puis que tu as vu une fois, tu as peur de l'abandon, on est ailleurs, là. Faut reframer ça. Genre, tu sais, je minimise, j'exagère, là, mais vous comprenez. Mais pas tant que ça, parce que ça mais peut trigger le une vraie peur. le mot est important. Oui, c'est important, parce que peur de l'abandon, je l'entends tellement souvent. Tu sais, il m'abandonne. Tu sais, dans notre tête, c'est comme, je veux pas me faire abandonner, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça qui se passe en réalité. Puis, aussi, une distinction que je trouve qui est importante à faire, c'est que, tu sais, dans les premiers temps, parce que vu que le questionnement, c'est souvent comment je fais pour reconnaître ça, mais dans les premiers temps, quelqu'un d'émotionnellement disponible n'arrive pas avec des gros gestes intenses, grandioses, de love bombing, d'intensité. On n'est pas là-dedans. On est, comme j'ai dit, dans un beau petit feu de foyer, là, tranquille, progressif. C'est pas de l'intensité, c'est un slow burn, normalement, là. Fait que, j'ai tellement inventé une belle métaphore, là, tu vas capoter. Oui? Oui, tu vas capoter. Écoute ça. Dis-moi en plus. La métaphore du sentier de randonnée par Laurie Raphaël Turcotte. Pas que personne m'avole. Elle est vraiment bonne. Droit d'auteur? Je vais faire un reel là-dessus. Oui? Écoute ça. Vas-y. Tu vas capoter, je te le dis. Je m'impressionne. C'est-tu la citation de l'épisode? Non, c'est pas une citation, c'est une métaphore. OK? Bon. Imagine que tu t'en vas au Mont Wright. Oui. Mont Wright, c'est à Québec, c'est à Stoneham. C'est vraiment un bon exemple. Ça, là, c'est rencontrer quelqu'un, c'est partir au Mont Wright. Ouais. Les deux ensemble. OK? Fait qu'au début, tu marches sur un terrain plat. Au Mont Wright, t'arrives, c'est plat, c'est tranquille, il fait beau, c'est joli, il y a des arbres, c'est facile de jaser, de connecter légèrement. Ça, c'est un début de relation. Puis là, tranquillement, le sentier commence à monter. Il y a des pentes, il y a des racines à enjamber, il y a des petites marches. Il y a peut-être même des moments où il faut dire « Ouf, OK, on continue-tu? Faut que je m'arrête pour souffler, faut que je prenne une gorgée d'eau. » C'est ça. Puis là, ça, c'est la vraie randonnée. Là. Ça, là, c'est à partir du mois 3 à peu près. Là. T'as chaud, tu respires plus fort, t'es soufflé, faut que t'aies du courage, faut que t'aies de la présence. Ton déo est sur le bord de lâcher. Ouais. Ça dépend de la relation, là, à quel point, là. Mais c'est ça. Puis là, tu traînes ton sac de bagages émotionnels sur ton dos, ton sac de randonnée, là. Comme Simon Gouache, il dit ton petit sac banane en avant avec ta collation. Ça, c'est un gros rire de tout, là, de congestion. Je suis malade, désolée.
Mais ouais, non, c'est pas... Moi, je le vois plus comme un méga sac de camping, là. Ouais, OK. Un pack-sac de voyage de 6 mois, là. Pour certaines personnes, là. C'est le bagage. Avec des là. ration packs. Avec des briques dedans, là. Tu sais, c'est lourd. Fait qu'une personne émotionnellement disponible, là, elle va commencer à monter le sentier pour vrai, là. Elle va vouloir revenir en arrière ou elle va s'arrêter là, direct, là. Elle va dire... Puis ça, c'est à peu près justement entre mois 1 et 3 là, que tu vas avoir un signe de ça, tu sais. Puis aussi... Mais revenir en arrière, c'est celle qui est émotionnellement pas disponible. OK, oui, OK, parfait. Ils vont dire « Oh, non. Je retourne au parking. Je monte pas ça, là. Ouais, je retourne dans mon char, puis ça finit là, là. » C'est parce que j'ai tellement été souvent au Mont-Wright que je vois le site, là, tu sais, je vois le film, j'arrive dans le stationnement, il y a les toilettes chimiques pas loin, tu sais, je vois tout, là. OK, vas-y. Il est comme « Oh boy, non, là, je monte pas ça, là. » C'est comment ils appellent le sentier plus intense, là? Il y a un nom pour le sentier qui est plus intense. Il y a un sentier plus tough que tu grimpes vraiment plus que l'autre. Là. Ah oui, celui qu'on prend en descendant d'habitude. Là. On prend la forêt ancienne pour monter, qui est plus longue, puis après ça, on descend par lui, qui est full à pic. Là. En tout cas, ça va rapport dans ma métaphore, mais je me demandais. Oui, OK. Fait que là, attends, elle n'est pas finie, là, ma métaphore. Check bien ça, la twist, là. Comment que je chiotte. Fait que là, ça, c'était entre moi 1 ou 3. Mais là, tu veux pas te faire... Qu'est-ce que tu fais? Tu m'écoutes-tu? Oui, je t'écoute. Je cherche le sentier du Mont-Wright. Mais non, attends, là, parce que tu parles le focus, là. Tu veux pas te faire déposer en hélicoptère au top de la montagne? Là où tout est intense, tout est grandiose, la vue est à couper le souffle, direct. Puis après, il faut redescendre un jour. À un moment donné, il faut redescendre, là. Puis là, il panique, puis il dit « Non, je suis pas capable de redescendre ça. C'est ben trop haut, c'est ben trop lourd, c'est ben trop tough, c'est ben trop loin. » Ça, c'est émotionnellement indisponible. Tu veux pas commencer au top du Mont-Wright ou du Mont-Lac-des-Cygnes ou de l'Acropole ou whatever, le Mont-Saint-Bruno, je sais pas, là. Mais quelqu'un qui est émotionnellement disponible, il va monter le sentier, puis quand il va arriver dans la vraie pente, il va dire « OK, on continue ensemble. C'est plus rough ici, mais je suis là. » Puis on va continuer d'apprendre à se connaître là-dedans. T'sais. Fait qu'on veut pas se faire... C'est ça, on veut pas se faire déposer au sommet, puis là, c'est beau, puis là, t'as quelqu'un qui veut pas redescendre. Après, une relation saine, c'est pas une opération de sauvetage spectaculaire, là. C'est une montée progressive, ensemble. Tu prends le temps de respirer, de t'arrêter pour admirer le début de vue à quelques endroits, d'apprendre à marcher au même rythme, de passer dans... Il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a du vent. Tu bâtis une solidité pour éventuellement atteindre la vue en haut sans te perdre en chemin. T'sais. À vous, là. C'est ça coche ma métaphore. Ah oui, vraiment. J'imagine te faire déposer en haut du Mont-Wright, là, t'es comme « Oh! Wow! C'est fou! C'est intense! C'est beau! J'ai pas eu à faire aucun effort! » Puis là, après 1 heure d'admiration, on redescend. Non. Non. On se jette en bas, mais on redescend pas, tu sais. Ça marche pas, là. On attend que l'hélico revienne nous chercher. Moi, je redescends pas ça, là. C'est ça qui arrive quand tu choisis quelqu'un d'émotionnellement indisponible, tu sais. Après ça, ça clash complètement, là. Fait que ça m'amène aussi à l'importance de prendre son temps. Parce que là, j'ai parlé du 1 à 3 mois. Parce que après 3 mois, c'est vraiment plus difficile de garder un masque. Vraiment. Vraiment beaucoup. Puis là, tu as beaucoup de vraies réponses. Dans le sens qu'après 3 mois, tu as le vrai portrait de comment les gens gèrent des situations pour vrai, là. Tu sais, avant ça, là... Et 3 mois, je trouve que c'est court. Moi, c'est plus 1 an. Non, ben là... 1 an, t'as refait le casse-tête. Non, là, ben, oui, mais là, t'exagères, là. Après 3 mois, t'as des bons... Les premiers red flags, là, sont pas avant... Sont OK, là, tu parles de red flag, là. Ouais, OK. Ils sont bien avant Oui, tout à fait. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, le portrait complet... Non, mais c'est pas un portrait complet, mais c'est assez pour que tu perdes pas ton temps. Après 3 mois, tu le sais d'habitude. Oui, je suis d'accord. OK, parfait. Tu le sais. Puis si tu choisis de continuer, tu avais déjà tes signes là, qui vont revenir 1 an après, finalement. Là. Fait que c'est ça. Après 3 mois, tu as une meilleure idée. Fait que l'importance d'aller vraiment lentement puis de monter le sentier plutôt que de se faire déposer au top,
Tu sais, si vous savez pas comment prendre votre temps, on avait un super bon épisode là-dessus. Vous pouvez scroller sur la page de l'émission. Ça s'appelait Comment prendre son temps et faire les bons choix, je crois. Faire les bons choix en amour. Un petit bout, par exemple. Mais il est là, puis il était super bon. Là. Je suis sûre que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens si vous l'avez pas écouté. Puis des fois, si ça fait longtemps, réécoutez-le parce que c'est beaucoup de répétitions, puis c'est ça. Des fois, c'est important. Peut-être que quand on l'écoute, on n'est pas en relation, on s'en fout un peu. Puis quand tu es dedans, oups, un rappel, ça fait du bien, là. Puis, un autre point crucial, la disponibilité émotionnelle, c'est un partenaire qui est capable de créer de l'espace pour ce que tu vis, pour tes émotions, comme on disait, qui est capable de les laisser exister sans rusher pour les atténuer, pour les fixer, pour que ça aille mieux, pour que ça arrête parce que lui ou elle est inconfortable avec ça. Puis c'est ça, d'où l'importance de la question, as-tu besoin de mes conseils ou tu veux juste que je sois là, que j'écoute, que je valide? C'est tellement important, là. Puis je pense que les gars, en général, ont plus de misère avec ça, de ne pas être en mode solution. Fait que moi, il faut que je le fasse même avec mes amis, hein, parce que mes amis qui vivent des choses dans leur relation, je vais poser la question, là, veux-tu Laurie de l'amie rassurante à l'écoute ou tu veux Laurie la coach qui va remettre en question? C'est différent, puis ça peut affecter mon lien avec elle. Fait que c'est important. C'est pas pareil parce que... Puis c'est un réflexe que je dois développer parce qu'elle me paye pas pour mes conseils, eux autres. Fait que des fois, ils ont besoin d'un peu plus de tough love, puis ils vont le dire, mais sinon, il faut que je sois capable aussi de garder le pas de recul, puis juste d'être là pour eux, puis être dans l'empathie, puis être présente pour eux, puis créer un safe space sans vouloir régler leurs problèmes comme je fais avec les clients, mettons. Fait que c'est ça. Puis un autre exemple de disponibilité émotionnelle, on a parlé tantôt, là, mais mettons, moi, un super bon exemple pour moi, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se fier à ça aussi, qui vont reconnaître ça aussi, c'est si je parle de mon père qui est décédé, ben tu le vois, qui est capable de garder l'espace ouvert pour ce que je vis versus qui veut le fermer tout de suite. Et c'est pas mal intentionné, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est pas que ça les touche pas, c'est pas qu'ils veulent minimiser un décès puis l'impact que ça a eu sur moi, là, je pense vraiment pas, mais c'est juste, il y a un inconfort avec ça, puis ils savent pas quoi faire, puis au lieu de dire « Hey, tu sais, c'est pas facile, tu sais, c'est horrible d'avoir vu ton père de même en chute libre dans la dernière année de sa vie. Je peux pas rien faire pour cette peine-là, mais je peux te supporter, je peux être là quand tu as besoin de ventiler, puis d'en parler, puis de prendre dans mes bras. » Puis tu sais, ça, c'est de la disponibilité émotionnelle, là, dans le tapis, là, dans le fond, là. C'est pas tout le monde, mais ça se développe. Mais bon, ça serait vraiment le drapeau vert de la disponibilité émotionnelle, là. Puis, il n'y a pas juste les évitants qui sont pas disponibles émotionnellement, hein, parce que souvent, ça va ensemble. C'est comme un mythe, là, les évitants sont indisponibles, les anxieux sont tellement disponibles, sont tellement prêts à avoir une relation puis à communiquer. Mais non, les anxieux aussi, ils peuvent être indisponibles puis désorganisés aussi, évidemment, là, parce que les anxieux, ils détestent les conversations difficiles. C'est très difficile de mettre des limites, d'exprimer leurs besoins de façon posée et constructive. C'est très difficile. Fait que c'est vraiment pas une question de style d'attachement, dans le fond. C'est plate parce que, tu sais, on en a déjà parlé, mais les évitants, ils ont vraiment une étiquette négative, souvent, alors que sont pas plus indisponibles que les autres. C'est juste non, une je autre m'étais façon. d'ailleurs portée à la défense des évitants dans notre épisode. Oui, la vérité sur les évitants. La vérité sur les évitants. Oui. Fait que c'est ça. Puis là, je mets beaucoup l'emphase sur la régulation, l'autorégulation. Mais ça veut pas dire que la co-régulation n'a pas sa place. T'sais, elle a une place importante, vraiment. Puis je vais donner un autre exemple d'hier encore, ma petite Effie-Dou. C'est ma petite fille de 3 ans et demi. Effie, elle était quand même chigneuse, là. Tu voyais qu'elle était dérégulée, là. C'est normal, c'est un enfant. Fait qu'il n'y a rien qui marchait. Puis là, elle pleurait. Puis là, elle voulait que je me couche dans sa petite couchette qui craque. Puis que là, ça me tentait pas d'être tout pognée là-dedans. Fait que là, j'ai dit, oh non, fille, tu sais, je voulais aller prendre ma douche. J'ai dit, je vais te flatter en m'assoyant juste à côté de ton lit. Regarde, je suis là. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas pantoute. Fait que on partait pour une grosse crise, là, clairement, là.
Fait que là, je sentais qu'elle avait vraiment besoin de connexion. Fait que là, je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai collé assis sur moi, mais face à moi, puis la tête sur l'épaule. Là. On s'est assis sur le lit de Hayden, mon grand. Puis là, je l'ai serré fort. C'est pas trop fort, mais tu sais, l'intensité de « je te tiens, puis je suis là ». Puis tu sais, elle pouvait comme pas vraiment bouger. Fait que là, elle est venue comme toute molle. Puis là, j'ai commencé à chanter des petites chansons. Puis là, sa respiration, elle s'est apaisée. Elle s'est comme plus synchronisée avec la mienne. Puis là, t'es tout calme, là, les petits yeux qui ferment, là. Puis que là, tu sais, c'est tellement simple. Puis c'est un apaisement du système nerveux, là. Tu sais, c'est flagrant chez les enfants, mais les adultes aussi, ça peut faire ça, là. Quelqu'un qui est émotionnellement disponible et qui te prend dans ses bras quand t'as besoin, c'est nécessaire, là, aussi. C'est nécessaire de faire le travail. Puis, tu sais, la version adulte, c'est... Mettons, par rapport à hier, là, la version adulte de ça, c'est hey, ce qui se passe en dedans, qu'est-ce que ça déclenche? OK, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de me rappeler que la complexité de ma situation, ça ne veut pas de moi quelqu'un qui n'est pas aimable ou qui ne vaut pas la peine, pas du tout, au contraire, blablabla, ça, c'est la partie un petit peu plus rationnelle. Mais après ça, oui, j'avais besoin d'être rassurée par rapport à ça un petit peu. Tu sais, oui, il y a une partie qui m'appartient, mais il y a une co-régulation que tu veux aussi, tu sais, quand tu es en relation, le but, c'est pas de gérer tous tes déclencheurs tout seul puis de jamais partager ça. Tu sais, c'est pas ça non plus. Ça prend un juste milieu. Fait que la chose émotionnellement mature, après ça, c'est de le dire une fois que tu es régulé puis que tu n'es plus en réaction, que tu es en mesure de répondre un peu plus consciemment, de dire « Hey, tu sais, je comprends, c'est pas évident, puis là, il y a eu ça, puis là, tu sais, si t'as à t'excuser, tu t'excuses, puis là, il y a eu ça, puis là, blablabla, mais en bout de ligne, tu sais, j'aimerais quand même ça, être rassurée sur telle affaire, ou tu sais, c'est-tu correct, ou tu sais, une petite réparation, là, clairement, là, que j'ai nommée, fait que j'ai nommé mon besoin de clarté dans le moment. J'ai pas eu la réponse que je voulais, mais je suis fière de moi. Fait que là, le outcome... On dirait que ça allait full bien finir, hein? Mais ça allait comme être un dénouement parfait. Comme avec ma fille. Ouais. Non, ça n'a pas été ça. Non, ça va fait ça, mais tu sais, c'est correct dans le sens que je suis fière de la réponse que moi j'ai eue. J'ai nommé mes besoins. Je pense que j'ai géré ça comme... selon le niveau de disponibilité émotionnelle que je veux avoir puis que je travaille à avoir. Après ça, le reste, ben j'ai pas de contrôle là-dessus, ça m'appartient pas, puis c'est correct. Fait que je suis fière de moi, mais c'est ça. C'est un dénouement inattendu, hein? Puis en plus, moi, je t'ai dit « feel bad and change ». Ah oui. Seigneur, je suis pas validée, mais bien. Ça. Bon, fait que, mais pour en arriver à être capable de faire ça, il faut reconnaître justement c'est quoi, comme je disais tantôt, c'est quoi nos mécanismes quand on est là-dedans. Puis qu'on veut pas être dans la vulnérabilité. Dans le fond, c'est un mécanisme tout le temps ça. Il y a une vulnérabilité, je me sens menacée, je sens quelque chose. Comment je vais éviter ça? Comment je vais patcher ça? Je vais-tu être en mode fight? Je vais-tu confronter? Je vais me fâcher? Je vais projeter? Je vais chercher une chicane? Je vais boire? Je vais éviter? Je vais... Tu sais, c'est ça, je vais minimiser. Des fois, c'est ça. Souvent, c'est ça. Mettons, justement, le style d'attachement anxieux, ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils vont minimiser. Ah, ben là, finalement, tu sais, c'était exagéré, ma demande. Puis c'est pas grave qu'il me demande tout le temps de me voir à la dernière minute. Tu sais, dans le fond, il est occupé, il n'y a pas de temps. Tu sais, ça, c'est vraiment tu sais, c'est vraiment de minimiser ses besoins, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est un mécanisme d'adaptation. D'adaptation, C'est un mécanisme survie, de défense, de survie. Ouais. De pas perdre, de peur de perte de connexion. Fait que c'est important d'identifier, tu sais, toi, nous, les gens qui écoutent, c'est quoi vos mécanismes dans ces moments-là. Puis c'est ça, de créer un petit espace entre trigger, réaction. Tu sais, si je suis triggered puis que ça me donne envie d'envoyer un message, ben je peux-tu juste faire un petit espace là, visuellement là, dans ma tête là, entre la réaction et l'acte de prendre mon téléphone et d'aller
écrire de quoi, tu sais, ou d'aller bloquer quelqu'un, ou d'aller... Juste un espace où est-ce que je peux insérer la question « Qu'est-ce qui se passe, là, pour vrai? Qui est activé réellement? Quelle version? Quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? » Tu sais, en tout cas, la grande partie de gens qui vont dire « Je le sais pas, je suis pas capable de décrire ce qui se passe dans mon corps, j'ai aucune idée. » Mais c'est normal parce que personne ne nous le montre, mais c'est de la pratique. Mm-hmm. J'ouvre une parenthèse. L'épisode de jeudi va justement parler de ça aussi. Je vais rentrer plus dans les détails de c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Ah! Okay. Ouais. Je te l'avais pas dit. Non. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des choses que tu expliques là que je vais reprendre plus en détail. Puis je vais amener des questions précises, des clés pour améliorer l'intelligence émotionnelle. Oui, intelligence émotionnelle. J'imagine qu'on rentre la gestion des déclencheurs là-dedans. Là. Tout à fait. D'être capable de répondre plutôt que réagir. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu apprends à faire ça, là, tes relations changent. Totalement. Ça change complètement. Ça change tout. Puis, si l'autre le fait pas, ce qui va changer, c'est que ça va tellement être clair pour toi que là, tu n'auras pas besoin de te demander s'il est disponible ou si tu exagères ou si ça, ou si toi qui te remets en question, ou si, tu sais, quand tu es dans une place où tu es capable de répondre consciemment puis tu n'es plus en mode survie tout le temps, ben tu vois pas mal plus clair dans le tableau. Puis si l'autre personne est capable de te donner ça à toi aussi, là, puis de te rejoindre là-dedans. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un exemple concret dans la vie de tous les jours. Là. Pas juste en relation amoureuse, mais comment ça peut se démontrer de la disponibilité au niveau émotionnel, vouloir connecter avec les gens dans nos relations. Que ce soit en famille, amis, que ce soit au travail. OK? Je veux qu'on fasse un exemple concret. Genre un petit jeu de rôle pour montrer c'est quoi la différence entre les deux, si c'est pas clair pour les gens. OK. Fait que, admettons que tu arrives d'une entrevue, tu as fait une entrevue à la radio, puis tu arrives chez nous, tu viens de faire ton entrevue. Puis là, tu arrives à la maison, puis ça n'a pas super bien été. Dans ton évaluation à toi, tu t'es pas senti bien pendant l'entrevue, puis tu n'es pas contente. Puis tu arrives chez nous. Puis là, je te dis « Ah, puis, Laurie, comment ça a été ton entrevue? » Puis là, je réponds. Ouais, tu réponds. Là, je dis « Ah, bof, là, bof. Je suis pas fière. Ouais, je suis pas super contente de comment ça a été. Il me semble que j'ai pas été capable de dire ce que je voulais, puis... Bon. Je suis déçue. T'es déçue, OK. De pas favoriser la connexion, ça serait de dire, exemple, « Ah, ben voyons. Je suis sûre que ça a bien été, t'es super bonne. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Ouais. Tu comprends? Ouais. Là, ça serait vraiment de ne pas être à l'écoute de ce qui vient de se passer. Combien de fois ça arrive, ça, dans notre quotidien? Qu'on manque des opportunités de connecter avec quelqu'un dans des situations de la vie de tous les jours. OK? Fait que si je fais ça, si je te dis, ben voyons donc, je suis sûre que ça a super bien été, t'es super bonne, tu t'exprimes bien, ça fait 1 an et demi que tu fais un podcast, tu capotes pour rien. Bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Comment tu vas te sentir? Ben, c'est sûr, comme pas vu, mais en même temps, les gens qui font ça, c'est une bonne intention, tu sais, pour toi de dire ça. C'est comme toi, t'es convaincu que c'est vrai que je suis bonne puis que je m'inquiète pour rien. Mais en même temps, c'est moi. L'important, c'est moi qui viens de le faire, là. C'est moi qui le sais. Fait que si je dis ça puis tu me dis non, ben là, c'est comme si dans le fond, ma lecture est pas bonne puis c'est encore pire, là. Ben exactement. C'est comme, OK, je suis même pas en mesure de moi-même évaluer ma performance, dans le fond, là. Puis tu as l'impression que je fais quoi avec tes sentiments, ce que tu vis, ta perception? Je minimise. Ben oui. Puis je te dis, ben voyons,
Tu t'en fais pour rien. Puis en passant, petit lien, là, minimiser, en anglais, c'est dismiss. Dismiss? Puis un évitant, en anglais, on appelle ça un dismissive avoidant. Mm-hmm. Fait que c'est comme le pattern clé de dismiss. Des parents qui dismissent les blessures, les sentiments, les peines, les colères. C'est ça la racine là, de l'évitement. Mm-hmm. Je sais très bien c'est quoi. Oui. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Alors, si moi, je veux... Excusez-moi, j'ai de la misère avec ma voix, mais si je veux connecter avec toi, alors la façon de favoriser la connexion et d'être disponible émotionnellement avec toi, ça serait plutôt de dire « Hein? T'es-tu sérieuse? L'entrevue que tu as préparée toute la semaine, t'es en train de me dire que tu t'es pas senti à la hauteur, que tu n'as pas performé, tu as senti que tu t'étais pas bien exprimé. C'est ça? J'ai-tu bien compris? C'est-tu vraiment ça que tu es en train de me dire? Là? Si je te dis ça, comment tu vas te sentir? Ben déjà que ça t'intéresse un peu plus, là, ce que je vis. Ben oui. C'est sûr. Mm-hmm. Puis que j'ai l'espace pour dire ce que je ressens vraiment. Mm-hmm. Je vais être plus à l'aise. Si j'ai besoin d'en parler, ça va être pas mal plus facile d'être confortable là-dedans que de revenir après m'avoir fait dire qu'est-ce qu'on mange pour souper. C'est sûr, je reviens pas sur mon affaire après. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas de place, clairement. Exact. Ouais. Puis là, moi, je vais te dire, ben, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti comme ça? Fait que je vais m'intéresser à ton vécu au niveau émotionnel. Je vais te dire, ben, explique-moi pourquoi tu t'es senti comme ça. Mm. Fait que là, déjà là, au niveau de la connexion avec la personne, on est ailleurs, là. Ce que tu entends comme message est totalement différent. Le premier, c'est « t'es en train de minimiser ce que je vis. Mm. » Ben voyons, je suis même pas capable d'évaluer ma performance. Puis en plus, elle est en train... T'étais même pas là. T'étais même pas là, tu m'as pas écouté. Puis en plus de ça, t'es en train de me demander ce que je veux manger pour souper. Mm. Fait qu'on vient de, tu sais, reléguer aux oubliettes ce qui vient de se passer puis les émotions qui sont importantes à travers ça. Ouais. Fait que là, toi, le message que t'as entendu, clairement, c'est, en bon québécois, on n'a rien à foutre. Mm. Puis elle a passé à d'autres choses dans sa tête, puis il y a d'autres choses de plus prioritaires que ça. Ouais. Puis le souper passe avant ce qui vient de se passer à mon entrevue, qui était importante pour moi, que j'ai pris une semaine à préparer. Puis finalement, ça n'a pas été comme je voulais, puis je suis déçue. Mm. Fait que là, moi, comme mère, je viens de passer à côté d'un moment de connexion hyper important. Mm. Puis c'est assez simple, qu'est-ce qui vient de se passer. Puis au quotidien, on en a plein d'occasions comme ça de connecter, que ce soit avec nos proches, avec nos collègues de travail, avec nos enfants. On passe à côté de ça parce qu'on n'est pas à l'écoute et on n'est pas émotionnellement disponible. Ça, c'est un exemple simple. Puis là, après ça, si je te demande, ouais, mais explique-moi pourquoi tu sens que tu n'as pas performé, que tu n'as pas été à la hauteur, que tu n'es pas fier de toi, puis que j'ouvre la discussion, qu'est-ce que tu me répondrais? Ben, probablement que j'irais dans... Ben, je dirais... Ben, mettons exemple. Ben, j'étais pas prête. Je pensais pas que ça serait des questions de ce genre-là. Les questions m'ont surprise. C'était un angle que j'avais pas pensé. Je me sentais pas tant préparée, finalement. Mm-hmm. Ou j'ai oublié des affaires que je trouvais importantes, que je me rends compte que j'ai pas dit. Mm-hmm. J'ai l'impression que mes explications étaient pas assez claires. OK. Bon. Alors là, si je te réponds, exemple, ouais, ça arrive. C'est juste parce que tu manques d'expérience. Tu peux-tu mettre la table? Je viens de recouper la conversation. Tu comprends? Elle était en train de me dire quelque chose de vraiment important, là. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est OK, j'ai pas anticipé, je me suis pas bien préparée. Et le fond du fond qui t'inquiète, c'est
Ben, probablement que j'ai peur de perdre la crédibilité. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, si je te reflète les émotions, puis j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, puis je te dis, OK, ouais, je comprends. Ouais. Ça doit être comme tough actuellement de sentir que peut-être tu n'as pas été à la hauteur ou que tu as senti que tu avais perdu un peu de crédibilité parce que tu n'étais pas bien préparé aux questions. Oui. Tu sais, que là, je viens confirmer, dans le fond, ce que tu as vécu puis qui est valable aussi. Puis si moi, ça m'est déjà arrivé, je peux te le partager. Oui. Ben moi aussi, la première fois que j'ai donné tel cours puis que j'avais pas anticipé les questions de mes étudiants, je me suis vraiment pas sentie bien, puis tu sais, je me suis sentie incompétente, puis je comprends exactement ce que tu as vécu. Ouais. Qu'est-ce qui peut faire que la prochaine fois, tu vas être mieux préparé? Tu sais? Je peux-tu te donner un coup de main pour ça? Tu comprends? Oui. On a plein d'occasions de connecter avec les gens. Il faut juste être attentif, mais il faut vouloir aussi. Ben, c'est vraiment contre-intuitif parce que je m'imagine même avec un enfant, tu sais, c'est tellement... tu sais, il est fâché d'avoir perdu sa game de soccer, puis tu lui dis, voyons, c'est pas grave, c'est juste une game de soccer. Mais tu sais, pour lui, c'est pas ça. Mais on fait tout ça, là, instinctivement. C'est rare, là, que j'ai entendu le contraire, vraiment, une maman dire, mettons, qu'est-ce qui se passe vraiment, là, en dessous de ça, là? Tu sais, normalement, c'est là, juste une game de soccer, là. Tu sais, on fait... Tu sais, il faut vraiment... Instinctivement, j'ai l'impression que la majorité des gens iraient là-dedans. Mm-hmm. C'est pas naturel d'aller creuser un petit peu plus, là. Surtout pas pour des problèmes d'enfants, entre guillemets, que c'est pas des vrais problèmes pour nous, mais pour eux, ça l'est. Fait que, ben, ça me... Mais c'est d'autant plus très important, justement, avec les enfants. Ben, c'est ça, là. Si on veut les amener à développer ça, puis à comprendre comment ils sentent, puis comment ils réagissent. Ben oui, c'est ça. Finalement, c'est encore plus important. Ben, c'est ultra important, justement, d'être disponible pour ça. Oui. Bon, alors, sur ce, c'est l'heure de la fin de l'épisode, déjà. Puis, en conclusion, avant de se demander si l'autre est émotionnellement disponible, demandons-nous, est-ce que moi, je me rends disponible pour l'amour que je dis vouloir? Je veux donc une relation saine et sécure et stable et vulnérable et ouverte. Et est-ce que je participe à ça, finalement? Et est-ce que je me permets d'aller lentement, de me découvrir moi avant de vouloir être découverte par quelqu'un d'autre? Parce que être émotionnellement disponible, c'est pas juste dire qu'on veut une relation, c'est être prête à rester présente quand c'est moins facile, à communiquer même quand on est vulnérable, à recevoir sans fuir. Puis, en passant, c'est exactement ça qu'on fait dans mon programme Secure Revolution. C'est pas juste, le but, c'est pas juste d'attirer quelqu'un de disponible, c'est de devenir cette personne d'abord. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on focus dans ce nouveau programme de 3 mois. Si vous voulez plus d'infos, je vais vous mettre le lien vers ma vidéo explicative sur YouTube dans la description ou sur le lien dans ma bio sur Instagram aussi, vous allez le trouver. Mais bref, parce que quand tu es solide avec toi-même, tu choisis plus quelqu'un qui te quitte au sommet ou qui veut pas monter la pente du Mont Wright avec toi, du hike, de la randonnée. Et juste avant de vous laisser, bravo, vraiment, à vous tous, à nous aussi, mais à tout le monde. Bravo de vous choisir aujourd'hui en écoutant ce genre de contenu, en écoutant notre émission, notre épisode. Merci d'être avec nous. On est vraiment fiers de vous, puis on vous aime fort. C'est vrai, hein? C'est du gros bonheur. Fait que si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en aurait besoin, mais pas que... Je pense que tout le monde en a besoin, en fait, même si on le sait pas. Fait que partagez-le avec le plus de gens possible dans votre entourage. C'est la façon de faire connaître le podcast. Et aussi, n'oublions pas que, comme tu as dit au début, chaque fois que quelqu'un apprend ça, qu'une femme ou un homme se choisit là-dedans et développe ça, ça crée une révolution, qui est mon nouveau mot préféré. Fait que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Fait que partagez. Voilà, bonne semaine. Bonne semaine à tous.